Bonjour, je voulais du coup dans cette vidéo maintenant aborder la question de l'arrêt maladie et de la culpabilité qui va avec l'arrêt maladie. En tout cas, c'est ce qui ressort énormément, c'est qu'il y a beaucoup de culpabilité, bon non seulement à être en épuisement, en burn-out, mais dès qu'il y a un arrêt maladie, bah, il y a aussi beaucoup de culpabilité qui ressort. Et donc je pense que ça allait dans la continuité de la dernière vidéo que j'avais faite sur les symptômes pendant qu'on est en burn-out. Un peu comme les vidéos précédentes, hein, je vais faire part de mon expérience professionnelle et personnelle surtout euh, pour avoir un support, tout simplement partir de quelque chose de concret. Et ensuite, je sortirai un peu de ça pour faire une petite analyse, entre guillemets, on va dire, de pourquoi il y a de la culpabilité et puis comment, en tout cas, apporter moi mes pistes de réflexion personnelle sur comment on peut utiliser l'arrêt maladie de façon la plus saine possible. Je ne sais pas si c'est le bon terme. De façon la plus sereine possible en tout cas. Et quel est un peu en fait l'intérêt d'un arrêt maladie quand on est en burn-out, parce que c'est vrai que c'est parfois un peu aussi compliqué de donner du sens à bah, je suis en arrêt maladie, je suis pas bien, mais qu'est-ce que je fais. Les choses ne sont plus du tout comme avant. Enfin voilà. Donc, pour ma part, je m'étais rendu compte que j'avais peu de souvenirs en fait finalement de mon état de santé lorsque j'étais en arrêt maladie. Peu de souvenirs aussi de ce que je faisais. Voilà, donc je me souviens de certaines choses bien sûr, hein, c'est ce dont je vais parler juste après. Mais j'ai bien vu quand même que mon cerveau a évincé certaines choses. Voilà, par protection, hein, tout simplement, je pense. Donc au niveau des symptômes physiques, j'avais beaucoup de symptômes pendant que j'étais chez moi, que j'étais en arrêt, etc. J'ai eu beaucoup de symptômes qui ont été ralentis, voire diminués, voire certains symptômes qui avaient disparu, entre guillemets. Mais par contre, dès que je sortais, dès que j'allais faire des courses ou que je me retrouvais en société, tout ça, là par contre, tous les symptômes avaient tendance à revenir. Tous les symptômes en lien avec l'hypervigilance, la sensibilité à la lumière, la difficulté à parler, etc. Donc au niveau des symptômes physiques, c'est ce dont je me souviens principalement, c'est qu'il y avait vraiment une différence entre quand j'étais tranquille chez moi et quand je sortais. Euh, et mine de rien, ça m'a permis de faire la différence en fait, en me disant mais c'est vrai que auparavant, quand j'étais en poste, j'étais en état de stress permanent et c'était pas vivable. Enfin, c'était impossible de tenir. Au niveau psychologique, j'ai eu ce qu'on appelle un effondrement psychique. C'est-à-dire que le fait d'arrêter cette machine infernale un petit peu et de me retrouver plus dans le calme, dans la tranquillité et d'être face à moi-même, j'ai pu lâcher la lutte, on va dire, que j'effectuais pendant que j'étais en poste. Et donc, il y a un peu un contre-coup, je dirais. Voilà. Il y a un contre-coup euh, et après, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente dans les symptômes. Moi, personnellement, j'ai eu des gros moments de ralentissement, je me souviens, et puis aussi des idées suicidaires passives. Donc, j'en parlais dans la dernière vidéo. C'est pas des idées suicidaires. Enfin, je pensais pas réellement à en finir, mais par contre, j'avais des questionnements qui me traversaient l'esprit, comme ah bah si je partais, ça serait quand même beaucoup plus simple. Enfin voilà, des choses comme ça. Mais pas des choses auxquelles j'adhérais totalement. C'était plutôt des pensées qui passaient comme ça, qui étaient sincères, enfin dans le sens où je me posais réellement la question. Mais bon voilà, c'était vraiment une idée passive, comme on dit. Je pense que c'est pas compliqué à comprendre, hein. Je pense que la fatigue intense morale qui s'était cumulée m'a amené à ce genre de pensée. Et puis surtout aussi la perte d'espoir, le fait de d'avoir l'impression d'échouer dans un métier quand même qu'on aime, qu'on a choisi pour des raisons en plus euh, de valeur. Parce qu'en fait, je pense que c'est aussi surtout ça qui fait qu'on s'effondre peut-être d'autant plus, c'est quand il y a des valeurs profondes qui sont touchées.
et pas forcément quand on a un job alimentaire, ce qui peut peut-être plus nous protéger en tout cas, parce que bah, on va y mettre beaucoup moins d'énergie émotionnelle. Et puis parce que c'est aussi, enfin moi en étant infirmière, il y a des métiers où je pense qu'on peut pas faire non plus trop autrement, hein. C'est-à-dire que voilà, arriver à être infirmière sans mettre de valeur, de prendre soin de l'humain, hein, grosso modo, sans y mettre un petit peu de valeur affective, ça me semble quand même très très compliqué. Donc voilà, donc c'était plutôt en lien, ces idées passives, avec la perte d'espoir, le fait de ne pas avoir de projection sur l'avenir ou très peu, et aussi de se résigner petit à petit. Moi je me souviens que je me résignais petit à petit, mais assez vite en fait en réalité, sur les projets que je pouvais avoir personnellement, professionnellement, où je me disais, j'étais un peu dans un état d'esprit fataliste en me disant, eh ben, si ce que je souhaite n'aboutit pas, si je peux pas faire ça ou ça dans ma vie, et bah tant pis, c'est pas très grave. Ce qui, avec le recul, même à l'époque, hein, je me souviens que je me disais, il y a quand même un cap qui est passé là. Donc voilà, en tout cas pour moi, c'est pas une période qui a duré très très longtemps parce que du coup, j'ai retrouvé rapidement un travail au bout de 3 mois et demi, je crois, d'arrêt maladie. Euh, mais voilà, grosso modo, je me souviens que j'avais envie de rien de particulier, que j'étais dans une dynamique qui était vraiment passive. Et vraiment, j'ai du mal à me souvenir exactement ce que je faisais. Je me souviens donc de ce que j'ai dit juste auparavant, mais j'ai quand même du mal à me souvenir exactement ce que je faisais. Est-ce que. Enfin voilà. Pour autant, il y avait quand même des moments où j'avais le sentiment de vivre normalement. À certains moments et dans ces cas-là je culpabilisais beaucoup de plusieurs choses. Bah, déjà de m'être arrêtée parce que c'est difficile en fait pour son ego personnel, même c'est difficile de se dire bah, je suis en arrêt maladie, voilà, j'avais l'impression que j'étais faible par rapport à d'autres infirmières. Et c'est peut-être le cas d'ailleurs, hein. Non pas d'être faible, mais en tout cas beaucoup moins en capacité de faire face à certaines situations qui étaient anormales pour ma part, et qui étaient clairement anormales, mais aussi de faire face à certaines situations de stress intense. Et le tout cumulé, bah, peut-être que j'étais moins en capacité en effet de faire face à ça. Et franchement, avec le recul, je pense que c'est pas bien grave. Pour deux raisons principales. La première, c'est que bah, déjà, je pense qu'on n'a pas accepté. Il y a certaines choses qu'on n'a pas acceptées, déjà d'une. C'est pas sain. Et puis tout simplement aussi parce qu'il y a des sensibilités qui sont différentes, c'est factuel. Je sais que pas que dans le sujet, enfin pas que dans le autour du burn-out, mais l'hypersensibilité c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Il y en a qui expliquent tout par l'hypersensibilité, d'autres qui rejettent en bloc en disant mais l'hypersensibilité finalement c'est pas du tout un problème et puis euh, le problème n'est pas là, l'hypersensibilité c'est juste une chance. Moi je pense que c'est juste factuel, il y a des sensibilités qui sont différentes. Euh, et comme je le disais auparavant, quand on s'implique euh, personnellement, émotionnellement dans son travail, qu'on y met des valeurs, et c'est pas une mauvaise chose d'y mettre des valeurs, je vois pas comment c'est possible autrement en fait quand on a une sensibilité qui est plus exacerbée peut-être que quelqu'un d'autre. Je vois pas comment c'est possible de passer au-dessus de ça et de se dire mais non finalement l'hypersensibilité c'est pas ça explique pas tant de choses. Bah si, parce que c'est pas juste une question d'hypersensibilité, c'est tout ce qui en découle derrière. C'est son rapport aux autres, les valeurs qu'on y met, l'accomplissement personnel, quel enjeu on met dans son accomplissement personnel, etc., etc. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse sur l'hypersensibilité. Et une autre chose qui me faisait aussi culpabiliser, c'est que ben, j'avais un retour de mes proches qui me disaient qu'ils voyaient que mes attitudes changeaient, qui me faisaient aussi ressentir que c'était pas normal, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et bah, ça fait culpabiliser parce qu'on dans un moment comme celui-ci, je trouve, où il y a un effondrement psychique, où on est débordé aussi, et que là il y a un comment dire, il y a eu un trop plein et là on s'arrête et il y a toute la fatigue, je trouve en fait qui tombe et on n'est pas forcément en capacité de répondre à ça. On sait qu'on a des attitudes qui ont changé, mais clairement, on a déjà tellement à régler avec nous-mêmes, on va dire, et
prendre soin de nous-mêmes, que voilà, c'est des choses qui peuvent nous faire culpabiliser. Après, je dis ça, c'est pas une mauvaise critique, c'est purement une analyse factuelle en fait, hein, voilà, où je prends un peu de recul. Voilà. Les questions de fond du coup que je me posais à travers, on va dire, cette culpabilité avec pendant cet arrêt maladie, tout ça, elle tournait beaucoup autour du travail, c'est-à-dire que je me posais des questions comme est-ce que je suis capable de travailler en toutes circonstances? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de travailler dans n'importe quel domaine, avec n'importe quel collègue, dans n'importe quelle condition? Est-ce que je suis capable d'envisager le travail comme les autres? Parce que c'est vrai que on voit quand même la différence, je trouve, entre des personnes qui arrivent quand même à travailler dans n'importe quelle condition et d'autres personnes qui euh, vont être plus résistantes, on va dire. Voilà. Je sais pas trop comment le dire autrement, mais je pense que vous comprendrez. Euh, des personnes qui, pour préciser un peu ma pensée, qui ont un certain détachement, qui ne vont pas forcément se poser mille questions et qui n'ont pas trop, qui vont pas trop s'investir émotionnellement en fait. Il y avait une autre question du coup que je me posais toujours en lien avec le travail, c'était quelle place j'ai envie de laisser au travail dans ma vie. En fait, il y a une grosse remise en question, une grosse remise en question même de comment on envisage la suite. Est-ce qu'on part dans la même direction? Est-ce qu'on fait autrement? Et les réponses à cette question, de la place que j'avais envie de laisser au travail dans ma vie, elles ont évolué pendant les années qui ont suivi mon burn-out. Tout simplement parce que je pense que c'est normal, ça fait partie du cheminement qu'on a et qu'on nourrit pendant notre rétablissement. Euh, j'en ai déjà un petit peu parlé auparavant, mais le poste que j'ai trouvé par la suite, j'avais balisé beaucoup de choses. Les conditions, ce que je souhaitais, ce que je souhaitais pas, quel domaine, pourquoi, comment, enfin vraiment. Et pour me protéger justement, pour essayer peut-être de faire un peu plus comme ces personnes qui arrivent à avoir plus de détachement dans leur travail. Et le souci, entre guillemets, c'est que le naturel revient quand même au galop. C'est-à-dire le besoin de donner du sens, le besoin d'être nourri professionnellement, intellectuellement, enfin voilà, dans un domaine qui m'intéressait vraiment, et le besoin d'avoir des relations humaines, professionnelles, mais humaines avant tout. Moi, je crois très peu à la théorie, on va dire, le professionnel reste le professionnel et le personnel reste le personnel. Il n'y a pas de porosité entre les deux, j'y crois très très peu. Donc j'avais envie, quand même, besoin d'avoir des relations humaines qui étaient basées sur du bon sens et du respect. Après, juste entre parenthèses, quand je dis que je crois très peu au fait qu'il n'y ait pas de porosité entre le pro et le perso, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à travailler et à se mettre au clair, en tout cas, avec certaines choses. Moi, c'est en tout cas en partie, c'est une petite partie que je propose dans l'accompagnement que je fais. Mais c'est pour dire que je pense que ça suffit pas de se mettre des conditions et de se dire là maintenant plus jamais je veux subir ci, subir ça, plus jamais je veux. Non, ça marche pas comme ça. De toute façon, tout ce qui est lié à l'humain, aux relations humaines, c'est quand même un peu plus complexe à mon sens. Et puis la dernière question que je me posais qui était particulièrement contre-productive, et ça je pense que c'est une question qui est posée aussi par beaucoup de personnes qui sont en burn-out, même si c'est pas peut-être dit de façon aussi claire, explicite, mais c'était purée, mais au final, est-ce que je pourrais pas faire des efforts? Et c'était particulièrement contre-productif parce que c'était pas du tout la question. C'était pas une question de faire des efforts. C'est justement parce qu'on a fait énormément d'efforts et qu'on a énormément tiré sur la corde que on en arrive là, en partie. Et c'est pas une question d'effort. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est pas qu'on est plus bête que quelqu'un d'autre, c'est que il y a une surcharge, il y a des valeurs qui sont bafouées, principalement une perte de sens en fait, et donc du coup c'est pas une question d'effort. Pour résumer un petit peu du coup sur ma situation personnelle, ce dont
l'analyse un peu que je peux en faire avec du recul, c'est que je suis passée, pendant que j'étais en poste et que j'avais une accumulation de symptômes et un état de santé qui était en train de se dégrader, je suis passée d'un état de déni de mon état de santé et de l'enjeu aussi de cet état de santé à, une fois que je suis passée en arrêt maladie, à une prise de recul et un début de prise de conscience du coup de l'ampleur des dégâts. Parce que bah justement, je faisais la différence entre les symptômes que j'avais en permanence auparavant, pendant que j'étais en poste, et là, le fait de lâcher, le fait de pouvoir souffler, le fait d'être en arrêt maladie, de faire la différence avec un état qui est beaucoup plus normal, en tout cas qui, qui redescend un peu plus vers la normale. Euh, mais j'avais quand même encore une grosse part de déni parce qu'on est aussi au début d'un rétablissement et on se rend pas forcément compte de la durée de nos symptômes, la durée que vont avoir nos symptômes. Euh, donc voilà, et j'avais clairement pas conscience, c'est ce que je veux dire du coup, c'est que j'avais clairement pas conscience du risque que certains de mes symptômes deviennent chroniques et du coup que ça devienne un handicap. Parce qu'en fait c'est ça, ça devient un handicap. Et c'est un cercle vicieux parce qu'après, on a des symptômes, on n'arrive pas du coup à fonctionner normalement, on essaye de mettre des choses en place, mais on a une apparition de symptômes. Enfin voilà, c'est un cercle vicieux en fait. Voilà. Maintenant, pour sortir un peu de ma situation personnelle, donc là, comme je disais, c'était surtout pour avoir un support, tout en sachant très bien que c'est pas exhaustif, hein, que tout ce que je viens de dire n'est pas exhaustif et que plusieurs personnes pourraient faire part de leur expérience aussi. Mais voilà, avec du recul, une bonne connaissance maintenant aussi de ce que c'est que le burn-out, l'épuisement et les besoins qu'il y a surtout lorsque l'on est dans cette situation, je voulais du coup maintenant aborder quelques pistes de comment aborder l'arrêt maladie et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pendant l'arrêt maladie. J'ai listé 1, 2, 3, 4 points principaux. Pareil, c'est pas une liste exhaustive, mais je pense, à mon sens en tout cas, que c'est vraiment la base, en tout cas. La première chose, c'est d'accepter que notre état est complètement anormal. C'est un état qui est anormal et que les moments pendant lesquels on n'est pas bien sont quand même récurrents. Et même quand on est en arrêt maladie, même s'il y a, il y a plus d'espace entre les moments où on n'est pas bien parce qu'on peut plus souffler, etc., ça reste quand même des moments qui reviennent, qui sont récurrents. Et souvent, d'ailleurs, il y a pas cette ambivalence, mais il y a des gens qui disent mais il y a des fois ça va mieux, après je fais des retours en arrière, j'ai l'impression que ça va pas, tout ça, voilà. En fait, je pense que ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que il y a une récurrence quand même qui s'est installée et il y a des symptômes et des moments où ça ne va clairement pas bien qui restent et donc qui risquent de se chroniciser. Donc ça c'est la première chose, c'est d'accepter que notre état de santé est anormal. Vraiment, c'est la base. Et qu'on n'est pas bien, du coup. La deuxième chose, je pense que c'est d'accepter qu'il faut impérativement garder le maximum de temps pour décharger, ne rien faire, ou en tout cas ne rien faire de forcément productif. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une surcharge et qu'il faut libérer de l'espace. C'est comme un peu une mémoire qui est pleine et on ne peut pas faire plus, on ne peut pas stocker plus. Bah là, c'est la même chose, il faut libérer de l'espace. Je vais reprendre la métaphore quand on se casse un membre, parce que ça reste du domaine de la santé, mais de quelque chose qui est beaucoup plus visible. Quand on se casse un membre, on doit ne plus s'en servir pendant un temps, on doit l'immobiliser pour qu'il se rétablisse. On ne peut pas se dire ah bah je me suis cassé le poignet, je vais l'immobiliser pendant une semaine et après ça va aller mieux. Ben non, c'est 45 jours minimum si tout se passe bien et on peut pas réduire ce temps. Plus on se surcharge, plus on creuse notre quota d'énergie et surtout on aggrave ses symptômes. Et je pense qu'il faut bien garder ça en tête, c'est que le risque, c'est que les choses deviennent chroniques et que ce cercle vicieux s'arrête pas en fait.
La troisième chose du coup, c'est de mettre en place un nouveau rythme qui est adapté à sa fatigue et de lutter le moins possible. Alors ça, je sais que c'est très facile à dire, beaucoup moins facile à faire, mais il y a des moments où on a de l'énergie, même en arrêt maladie, même quand on est en burn-out, et c'est tant mieux. Et bon, bah là, j'ai envie de dire, on fait bien ce qu'on veut, mais on a forcément moins d'énergie à un moment donné. Et donc là, c'est vraiment impératif de ralentir, de lâcher, de savoir aussi, de garder en tête que c'est normal en fait dans ce type de situation. C'est normal, on a cumulé beaucoup de stress, le corps a encaissé beaucoup de stress, le mental aussi, et donc forcément on est plus crevé. C'est un peu comme quand on a passé une journée qui a été très chargée et que le soir, je sais pas moi, on a l'habitude de se coucher vers minuit pour cette journée-là, le soir on se couche à 9 heures parce qu'on est vraiment fatigué et on le sait et c'est pas très grave. Bah là c'est un petit peu pareil, sauf que bah, c'est vrai que c'est récurrent donc c'est pénible en fait, tout simplement. Mais le corps se relâche quand on est en arrêt maladie et normalement l'esprit aussi, du coup, d'où la question de l'effondrement psychique aussi dont je parlais en début de vidéo pour ma situation personnelle, mais je sais que c'est le cas de beaucoup de gens, la majorité des gens qui sont en burn-out. Et donc voilà, accepter que bah oui, le corps est en train de se relâcher, il y a une pression qui est en train de se relâcher. Je sais que c'est pas évident, mais je pense que c'est bien de l'avoir en tête. C'est peut-être toujours mieux que de lutter en se disant mais non, c'est pas normal, j'étais pas comme ça avant, il faut vite que je revienne comme j'étais auparavant. Et la dernière chose du coup, qui pour moi est essentielle, c'est de demander de l'aide. Euh, et pourquoi demander de l'aide? Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est pas de retrouver 100% de sa vie d'avant, parce que sinon, pour ça, on aurait besoin que de nous-mêmes, entre guillemets. Enfin, voilà, finalement, on se connaît, on sait comment on fonctionnait, c'est juste une passade, et puis bon, bah, pour revenir à la normale, et ben, rien de mieux que soi-même. Enfin, voilà. Sauf que là, bah, c'est pas de retrouver sa vie d'avant, c'est de mettre en place des choses qui sont plus justes est plus adapté pour soi et pour sa famille, pour son entourage aussi, parce qu'on fait partie, peu importe sa situation familiale, on va dire, on fait partie en général d'une dynamique avec un entourage, avec voilà. Donc c'est ça l'enjeu, c'est de mettre de nouvelles choses en place qui soient plus justes pour soi et pour sa famille et pour son entourage. La dernière chose du coup que je voulais aborder, c'était bah il y a une question qui ressort, je pense, peut-être à chaque fois de la part de chaque personne qui est en burn-out, enfin voilà, c'est vraiment la question centrale, je trouve, c'est combien de temps ça prend de se remettre d'un burn-out. Et souvent, des fois, on me demande, on me dit mais combien de temps vous ça a pris, combien de temps toi ça a pris, est-ce que combien de temps tu as été en arrêt maladie, tout ça, voilà. Bon, clairement, il n'y a pas de réponse en fait à cette question, même si je comprends tout à fait que ce soit anxiogène de se dire mais où est le bout du tunnel en fait, tout simplement. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est mon point de vue personnel, mais c'est que ça dépend bah, de certaines choses. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas une date de fin, comme je disais tout à l'heure avec la fracture, par exemple, du poignet. On sait qu'au bout de 45 jours, on va pouvoir enlever le plâtre, etc. Là, c'est sûr que c'est pas, il faut suffisamment de temps de repos, de décharge, etc. Mais il y a d'autres choses derrière à rétablir. Donc, ça va dépendre de son acceptation, de son état de santé, comme je le disais tout à l'heure, et de l'enjeu qu'il y a dans cette situation. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment conscience de l'ampleur des dégâts qu'il y a sur notre santé? Est-ce qu'on a conscience de ce qu'on risque si on ne prend pas la mesure de ça? Est-ce qu'on a conscience que les choses vont se chroniciser et qu'elles vont être de plus en plus compliquées à, euh, euh, à modifier en fait? Et la deuxième chose, c'est que ça va dépendre aussi du travail qu'on va effectuer et qui, à mon sens, est inévitable. Et parmi le travail qui peut être fait, je pense qu'il y a bon, bah, évidemment le rapport au travail, travailler sur cette question du travail, sur son rapport aux autres, ça je pense que c'est très important,
de quel est son fonctionnement de base, qu'est-ce qui est négociable pour nous, qu'est-ce qui n'est pas négociable pour nous, quelles sont nos stratégies d'évitement, lesquelles on garde, lesquelles on enlève, est-ce qu'on met en place autre chose euh, pour, euh, pour remplacer ces stratégies d'évitement qui fonctionnent en général pas du tout sur le long terme. Voilà. En gros, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été blessées, voire qui ont été traumatisées. Il y a bien sûr des choses à conserver et c'est bien aussi d'ailleurs de faire le point d'ailleurs sur bon bah qu'est-ce que je faisais auparavant, qu'est-ce que j'étais aussi auparavant que je souhaite garder ou que je ne peux pas faire autrement d'ailleurs que de garder et qu'est-ce que je décide de modifier. Voilà, je sais que c'est un petit peu long, mais de toute façon, enfin comme vidéo, mais je sais aussi que ce sont des sujets qu'on peut pas aborder en 10 secondes et demie. Et encore, c'est pas du tout exhaustif, c'est ma réflexion personnelle, on va dire. En tout cas, j'espère que ça peut vous aider. Et j'espère aussi avoir certains de vos retours si vous le souhaitez, parce que ça m'intéresse vraiment profondément. Et puis parce que je sais aussi qu'on n'a pas du tout tous les mêmes situations. Donc voilà. Et ben, bonne journée!